Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Match Bénin-Sénégal, c'est demain samedi 17 juin 2023 au stade de l'Amitié. Voilà, Mathieu Kérékou, je crois, hein, c'est vrai ça désormais. Voilà, la Fédération béninoise de football lance un appel à la mobilisation en général. C'est d'ailleurs la manchette du quotidien La Guérite jeudi dernier. Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Chamzid Madaro. Achille Rousseau, bonsoir. Bonsoir, Chamzid Madaro. Gaspard Adjamossi, la Fédération béninoise appelle à une mobilisation générale pour soutenir les guépards du Bénin. Oui, j'ai failli dire les écureuils. Du Bénin. Oui, c'est essentiel que la Fédération béninoise de football appelle à une mobilisation générale par rapport à cette rencontre qui opposera les guépards du Bénin aux lions du Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN, parce que c'est un match couperé où le Bénin a intérêt, n'est-ce pas, si le Bénin a l'ambition d'aller à la prochaine CAN, de faire un bon résultat. Certains diraient qu'il est essentiel que le Bénin gagne. Mais moi, je dirais qu'il est essentiel que le Bénin ne perde pas parce qu'il y a un autre match qui vient. Mais pour avoir toutes les chances de son côté, n'est-ce pas, le Bénin doit gagner et faire un bon score. Et comme on le dit souvent, pour le faire, il faut les 11 joueurs sur le terrain, on ne sait pas de quoi ils seront capables. Moi, il faut également le 12e joueur, et c'est là les supporters. C'est pour cela que, comme la fédération, nous appelons les Béninois à se mobiliser massivement pour se rendre au stade. Déjà qu'il y a une décision qui est sortie et qui est presque rend gratuit. C'est pas gratuit. Non, c'est presque... Oui, je dis presque gratuit parce qu'il faut quand même aller chercher un papier pour pouvoir accéder au stade. Ce n'est pas les bras ballants qu'on peut avoir accès au stade. Et je crois que donc, comme la fédération, nous appelons les Béninois à se mobiliser. Et ceux qui iront au stade, certainement, auront la chance de voir le trio là que nous constituons également. Oui, on vous invite demain samedi au stade dans la soirée. Et le match va démarrer autour de 20h là. À 20h, oui. Demain soir. À Chiloussou, on sera avec nos amis internautes demain au stade. Naturellement, nous sommes, comme tous les Béninois, appelés à pousser le 11 national à la victoire. Et le match qui oppose demain les guépards aux Lions de la Teranga, un match décisif pour la participation du Bénin à la prochaine CAN. Et en tant que tel, le peuple béninois est appelé à jouer sa partition. Et donc, c'est pourquoi la mobilisation doit être au top. Et je crois que le Sénégal, même si on peut dire qu'il est déjà qualifié pour la prochaine CAN, est venu quand même pour fouetter aussi son orgueil. Et le Bénin doit mettre toutes les chances de son côté pour démontrer à la face du monde et démontrer par rapport qu'on appelle au football sur le plan africain que nous avons aussi quelque chose que nous pouvons vendre depuis que nous avons fait douter les Marocains
je crois que les grandes équipes ont commencé par nous craindre et en tant que tel, je crois que nous avons encore une occasion, surtout que c'est le Sénégal qui est sur la toile de l'Afrique en matière de football. Si nous pouvons vraiment faire le nécessaire pour faire douter encore davantage le Sénégal, le Bénin va commencer donc par se faire respecter en matière de football en Afrique. Mané sera au Bénin. Gaspard Adjamossi. Il est même déjà là. Oui, Mané sera au Bénin. Il n'y a pas de quoi inquiéter parce que le ballon est rond pour les 22 acteurs. Nous avons aussi notre CC1 Stéphane, notre CC1 national, même si aujourd'hui certains peuvent nous dire qu'il est déjà amorti. Et nous avons quand même également Steve Mounier, qui n'est pas des moindres, qui a également du répondant. De toutes les façons, c'est une affaire de fauve, hein, Guépard contre Lyon. On verra bien ce que ça va donner samedi. Merci beaucoup, bonne chance donc non pas aux écueils, hein, au Guépard, bien entendu. On va s'y habituer. L'exercice n'est pas facile. Voilà, au Guépard du Bénin, voilà. Il faut aussi saluer un jeune artiste qui a sorti quelque chose là, il ne sait pas. Qui connaît son nom, si je consulte rapidement. Il a chanté quelque chose pour les Guépards, Gaspard Adjamossi. On s'était... Modeste Coin. Modeste Coin, voilà. Modeste Coin. Voilà. Il a fait quelque chose. Donc on le salue au passage. Et on lui dit du courage. On a besoin des Béninois. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Merci beaucoup et félicitations à Modeste. Nous allons poursuivre à présent votre émission Les Grandes Contradictions et cette fois-ci, nous allons parler politique avec, et je démarre tout de suite avec Gaspard Adjamossi. Gaspard Adjamossi, on connaît désormais les représentants du Parlement dans les parlements régionaux et dans certaines institutions. La clé des répartitions divise à nouveau opposition et mouvance. Oui, on a deux oppositions à l'Assemblée nationale. Non, on n'a pas deux oppositions. On a deux minorités. Vous avez les hommes politiques, ils ont l'art de jouer sur les mots et sur les concepts. On a deux minorités. On a deux minorités. Une minorité de l'opposition et une minorité de la mouvance. Non, déjà qu'il faut préciser que les désignations, c'est par rapport aux représentants de l'Assemblée nationale au niveau du Parlement panafricain, au niveau des parlements de la sous-région comme le Parlement de la CEDEAO, le CIP-UMOA, également au niveau des structures comme la Haute Cour de justice, la Commission béninoise des droits de l'homme, l'agence, enfin, l'ADP, comment vous appelez ça, pour l'identification des personnes, c'est bien ça, l'agence pour l'identification des personnes. Et donc, la clé de répartition divise mouvance et opposition, nous avons dit, parce que c'est justement le débat de minorité, majorité, double minorité, et opposition, mouvance qui a ressurgi à l'occasion de cette désignation, puisque je crois que le rapport de la commission des lois, dans un premier temps, était allé dans le sens d'entretemps, c'est-à-dire une minorité une majorité, c'est-à-dire BR plus UP qui constitue la majorité et bien entendu les démocrates qui constituent la minorité. Mais je crois qu'un débat s'en est suivi et certains ont contesté cette clé de répartition, ce qui a amené la commission à repartir et à ramener un rapport qui cette fois-ci tient compte de deux minorités, BR et les démocrates et d'une majorité constituée par... En réalité, fondamentalement, ça ne modifie pas les choses en tant que telles, mais ça, je crois que ça réduit légèrement la quote-part qui est réservée aux démocrates au profit cette fois-ci du bloc républicain, ce qui a fait qu'au niveau de ces parlements, sur les 5 places qui étaient réservées, peut-être qu'avec l'autre clé de répartition, on allait avoir 3 pour la majorité et 2 pour la minorité, mais cette fois-ci, on a 3 pour l'Union progressiste qui constitue la majorité et 1 pour les et la minorité et de la gauche. Donc, je crois que c'est un concept qui divise et la minorité
a décidé, la minorité constituée par les démocrates a décidé de saisir la Cour constitutionnelle et a d'ailleurs décidé également de ne pas procéder aux désignations à ces postes-là. Je crois que c'est une nouvelle bataille devant la Cour qui s'annonce. Vous ne voyez pas que le parti, les démocrates, commence à nous fatiguer? Non, ce parti commence plutôt à fatiguer la majorité. À fatiguer le peuple, j'allais. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que le peuple se délecte plutôt de cette opposition et de ce débat, de ce regain de démocratie et de dynamisme que nous observons à l'Assemblée nationale. Parce qu'aujourd'hui, les débats, d'aucuns diraient avant que c'est monotone, que c'est... Enfin, ils disent tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, on peut tout reprocher au Parlement aujourd'hui, mais je crois que ça redevient un vrai Parlement, ça redevient vivant. C'est vrai que certains peuvent avoir l'impression que les démocrates en font un peu de trop, parce qu'apparemment ils chicanent la majorité, ils trouvent à redire par rapport à tous les sujets, ils s'opposent presque à tout. Bon, je crois que c'est de bonne guerre, puisque quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, il y a la majorité quand même qui est là et qui a souvent le dernier mot. Peut-être que l'autre aspect, c'est l'aspect où on a l'impression qu'ils refusent. Je crois qu'on peut peut-être y revenir, parce qu'on a un peu comme l'impression qu'ils refusent désormais. Ils ont refusé de faire les désignations au niveau des bureaux des commissions. Et cette fois-ci également, est-ce que cette politique-là, est-ce que ça leur profite? Moi, j'ai l'impression peut-être que quand vous choisissez ces genres de débats et que vous n'êtes pas là où ça se décide, ça peut jouer contre vous. Et je crois que peut-être qu'ils espèrent avoir raison devant la Cour. Je n'en sais rien, mais moi j'estime que quand bien même on n'est pas d'accord sur un certain nombre d'aspects, il ne faut pas tirer le bouchon assez trop loin comme le font les démocrates actuellement. Les démocrates adoptent la politique de la chaise vide selon vous? Oui, mais j'ai toujours dit que c'est un parti qui est trop capricieux. Je l'avais toujours dit. Et donc vous constatez avec moi, heureusement les faits nous donnent aujourd'hui raison. C'est un parti qui en fait un peu trop. Mais je vais vous surprendre peut-être en vous disant que pour la première fois, moi j'ai plutôt vu que les démocrates sont en train de défendre quand même une cause juridiquement juste, même si politiquement on va le reprocher. Parce que lorsque nous allons tenir compte des pratiques à l'Assemblée nationale, on sait quand même ce qu'on appelle majorité et on sait ce qu'on appelle minorité. Et en référence donc à cette décision de la Cour constitutionnelle, je crois que nous pouvons dire à bon droit que les démocrates ont peut-être raison cette fois-ci de réclamer que c'est eux qui constituent la minorité et que de l'autre côté, on peut donc déjà parler d'une majorité, d'une coalition de partis. Mais lorsque je prends un peu de recul, je me pose une question à la lecture donc de cette décision de la Cour constitutionnelle de 2009, je crois 2009, sur la base de laquelle les débats sont menés à l'Assemblée nationale. Quand est-ce qu'on peut parler de coalition de partis qu'on appelle constituant la majorité? Est-ce qu'il faut une déclaration de constitution, de coalition, pour donc dire qu'on est ensemble d'une majorité à l'Assemblée nationale, ou bien il suffit donc de fait, par les soutiens, par les prises de position dans les débats, pour dire qu'on est déjà une coalition de majorité? C'est là où, bon, en tout cas, n'étant pas juriste de formation, j'ai eu la réflexion un peu courte. Et je crois que la Cour constitutionnelle, bon, puisque ça a été menacé donc de saisir la Cour constitutionnelle, les démocrates vont certainement saisir la Cour constitutionnelle et la Cour va trancher sur cette question-là, parce que, de fait, on peut dire qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, mais je me dis est-ce que sur la base du droit, il y a vraiment une majorité? Parce que le BR étant une entité à part, avec son idéologie, et l'UP aussi étant une majorité à part, et étant une identité à part et avec son idéologie, est-ce que nous pouvons donc déjà les associer pour dire que les deux forment une majorité à l'Assemblée nationale? C'est là tout le débat juridique
autour de la question aujourd'hui. Mais vous avez posé une question sur laquelle je voudrais revenir. Est-ce que la politique de la chaise vide arrange l'opposition, arrange cette minorité qui se réclame à l'Assemblée nationale? Je crois que il faut quand même aussi savoir raison garder à certains moments, même si on a cette possibilité donc de saisir la haute juridiction donc pour demander que le droit soit dit. Il faut quand même aussi à des moments donnés savoir chercher à faire avec donc ce qui est là, parce que je crois qu'il arrivera que même la Cour constitutionnelle sera fatiguée donc des réclamations donc de l'opposition. La Cour est justement là pour régler ces genres de questions. Bien sûr. Voilà, elle n'a pas à se fatiguer. D'accord. Et pour boucler, le jeudi dernier également, Guérite TV, le quotidien La Guérite titrait donc à la fausse manchette du haut, désignation des membres des parlements régionaux et autres institutions. L'UP, le Renouveau et le BR se taillent là-bas du livre. Mais ce que vous oubliez, c'est que en fait, le débat est dangereux, parce que nous voyons ce qui se passe maintenant, mais il faut viser le futur, parce qu'il y a des institutions dans lesquelles il sera appelé aussi à faire des désignations, et par rapport à ça, c'est-à-dire, c'est le calcul politique. Et on ne peut pas refuser ça aux politiciens. C'est déjà à côté. Et 2026 est à côté. La Sénat sera renouvelée dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, vous ne voyez pas. Il y a ça qui guette donc aussi bien ce que nous appelons aujourd'hui la mouvance et l'opposition. Et l'opposition, si donc dans les débats actuels, l'opposition arrive donc à avoir deux places, cela va se répéter sur la désignation par rapport aux membres de la Cour constitutionnelle. Et donc, vous voyez, les rapports de force risquent donc... Nous sommes sur un terrain politique. Voilà. Merci beaucoup. Un autre sujet. À peine installé, Gaspard Diamossi, le nouveau ministre des Affaires étrangères, échange déjà avec l'ambassadeur du Niger au Bénin. Oui, moi Du Nigeria, j'allais dire. Hein, vous avez dit Nigeria. Niger. Bon, oui, Niger. Je suis pressé là. Hein, oui, certainement. Non, certainement qu'il se rendra également au Niger, parce que c'est une bonne approche, moi, à mon avis, déjà. Et parce que je crois que au niveau des relations bilatérales ou multilatérales, je crois qu'en principe, notre premier partenaire, le premier partenaire du Bénin, devait être le géant du Nigeria, le géant qui est juste à côté de nous et qui est une mine d'opportunités. Et je crois donc qu'on devrait, n'est-ce pas, dans nos relations, essayer de privilégier cet aspect de la question. Et je crois que le fait que le nouveau ministre des Affaires étrangères ait tourné son premier regard vers le voisin nigérian, moi, cela me réjouit et j'ai envie de dire qu'il a bien commencé. Et certainement qu'il finira bien. Parce que, entre autres, quand on analysait, je crois, la semaine dernière, sa nomination, on a dit, c'est peut-être parce qu'il a des relations privilégiées avec certains pays de la sous-région, notamment le Nigeria. Et je crois que c'est par là qu'il a commencé. Et s'il commence comme ça, je crois que les petits problèmes qui se posent entre le grand voisin et nous pourront être réglés dans un cadre amical, réciproque. Et je crois que par ricochet, si le ministre des Affaires étrangères prend langue avec l'ambassadeur du Nigeria au Bénin, j'imagine que c'est peut-être pour que dans quelques jours, on voit notre président aux côtés de M. Tinubu. Pourquoi pas? Absolument pour le bonheur des Béninois, parce que depuis quelques mois, quand même, les Béninois souffrent énormément de cette affaire de carburant et beaucoup d'autres choses. Et je crois que c'est de bon augure que le ministre ait mis le paquet. D'autres auraient voyagé à Washington ou à Paris ou à Bruxelles. Il a choisi de commencer à côté. Moi, je crois que c'est déjà une très bonne option. Je crois qu'il continuera sur cette lancée. Achille Osso, le jeune ministre Bakary, est-ce une bonne piste? Nous avons vu le ministre aux côtés donc de l'ambassadeur du Nigeria. Et ça ne devait même pas nous étonner, parce qu'on sait que les brouilles entre son prédécesseur, donc un ancien ambassadeur, oui,
l'ancien ministre, j'allais dire, l'ancien ministre et le président de la République seraient partis donc, du Nigeria. Et donc, il faut colmater les brèches à ce niveau-là. Et ça ne t'étonnerait pas que le premier regard du nouveau ministre soit tourné vers le Nigeria pour que déjà, à ce niveau-là, on pense les plaies et que le Bénin et le Nigeria retrouvent leurs bonnes relations. Oui, c'est vrai que Gaspard parlait tout à l'heure donc des souffrances des Béninois, mais je dirais que c'est de fait, hein, parce que la subvention du carburant, ce n'est pas pour le Bénin, ou ce n'est pas pour les Béninois, c'est pour les Nigériens. Et donc, je crois que si c'est quand le président Tinubu va revenir peut-être en de meilleurs sentiments, que les Béninois vont profiter aussi donc, de ces mesures. Mais pour le moment, je crois qu'il ne s'occupe même pas encore du Bénin, hein, parce que son problème, c'est d'abord son pays. Nous avons vu des têtes qui tombent au Nigeria par rapport donc, à la corruption. Et je crois que le Bénin, peut-être, pouvait profiter de ce moment-là où le président est donc occupé à faire autre chose pour effectivement discuter avec l'ambassadeur et savoir sur les pistes, sur les ficelles sur lesquelles le Bénin peut déjà agir pour que les choses redeviennent à la normale. Merci beaucoup. Le dernier sujet à présent, nous n'avons que 3 minutes pour boucler. On va laisser le sujet concernant le recrutement. On va juste souhaiter Gaspard Diamossi, paix à l'âme de ceux-là qui sont donc décédés lors donc, de la phase sportive. Par rapport au recrutement de 5000 jeunes militaires dans l'armée béninoise. Repos éternel, donc l'âme de ces Béninois a décédé. Donc, mais si vous souhaitez un petit mot, nous allons quand même dire, conseiller à nos frères d'éviter donc de se doper pour ces gens d'épreuves, parce que... C'est suffisamment grave ce que vous dites. Oui, en tout cas. Aujourd'hui, c'est de l'habitude de nos jeunes. Vous les voyez sur les volants, non? Nous savons, et nous avons toujours dénoncé la chose ici, tout ce qu'ils avalent, donc pour se donner... Il vaut mieux qu'on reporte ce débat-là, parce que rien ne prouve que ces jeunes qui sont décédés en faisant cet exercice-là ont pris quelque substance que ce soit. Bon. Merci beaucoup. Le dernier sujet à présent, fait vient de la semaine, Fauzia Sefou propose encore un autre sujet pour nous. Cette semaine, Gaspard Diamossi, une femme mariée peut-elle découcher et servir après à son homme que c'est un cas de force majeure qui l'a obligé à passer la nuit chez sa copine? Non, je voudrais d'abord saluer l'inspiration débordante et fertile de Fauzia Sefou. Je ne sais même pas là où elle amène les sujets, je ne sais pas si c'est du vécu. De toutes les façons, moi, chez moi... J'ai pas compris du vécu. Non, je dis que c'est fait, les faits. Les faits, objets, je ne sais pas si les faits, objets. D'accord. La précision, elle est... Pour une expérience personnelle... Non, mais il n'a jamais dit ça. Il a dit du vécu. Non, pas moi, peut-être. Allez-y, Gaspard. Non, c'est pour dire que, en tout cas, chez moi, je ne pense pas que ce soit possible. Je ramène d'abord le sujet à moi. Et pour analyser de façon globale, c'est impensable qu'une femme dorme ailleurs et vienne se justifier par la suite. Parce que, d'abord, aujourd'hui, le téléphone est banjo. Et comment on appelle, le crédit aussi, il y en a pour 50 francs. Donc, si une femme qui est une femme réelle, oui, femme mariée, d'abord, je ne sais même pas, je ne crois pas. Si je suis à Cotonou, elle est à Parakou, c'est ça ou bien? Peut-être ça. Bon, là, je ne comprends pas. Non, mais donc, vous êtes dans la même ville, hein? Vous êtes dans la même ville, vous êtes à la maison ou même ensemble. dans une ville à côté, et elle sort, elle découche sous prétexte. Non, c'est impossible. Vous avez parlé de copine, c'est déjà impossible que cela se passe déjà avec un parent. Parce que la femme ne peut pas découcher et venir se justifier. C'est impossible, c'est complètement impossible. Si il y a vraiment le dialogue, si c'est un véritable couple, je crois que le mari doit déjà savoir où est-ce qu'elle est partie. Et je crois que d'échange en échange, le mari devait savoir qu'il y a un empêchement. Et peut-être en amont,
savoir que sa femme ne va pas rentrer, qu'il y a une situation et que s'il a la possibilité, qu'il aille peut-être chercher son épouse, mais qu'elle ne rentre pas et que ce soit le lendemain qu'elle vienne justifier. Je ne sais pas ce qu'elle vient justifier, c'est le fait de ne pas, d'avoir découché ou le fait d'avoir fait ce qu'elle n'a pas à faire. Je rappelle encore. Qu'est-ce que vous soupçonnez? Je rappelle une fois très rapidement à Chibouchou, une femme mariée, selon Fawziat Sefou, peut-elle découcher et servir après à son homme que c'était un cas de force majeure qui l'a obligé à passer la nuit chez sa copine? Ma réponse ne sera même pas longue. Chez moi là, lorsqu'il y a même un petit problème que elle dort au salon, elle a déjà découché. Elle a découché même déjà. C'est dans le salon, dans la même maison au salon. Elle a déjà découché. Il faut faire que c'est comme ça. Bon, ça veut dire que si on dort à l'extérieur de la maison, on ne revient même plus. Merci beaucoup. Voilà, vous venez donc de suivre l'avis des deux experts. Experts. Les deux experts. Grand frère doyen et expert en même temps. Hein, voilà, ils viennent donc de donner leurs différents avis sur la question de la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous, Alphonse Boton, Patrice Ayoronton, Gaspard Diamansi, Achille Rousseau, Shamsdine Badarou. À vendredi prochain. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badarou, Gaspard Diamansi et Achille Rousseau. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.